j'avais mon PC, le téléphone, soit je le tenais dans mes mains, soit je le calais un peu sur l'écran, tu vois, un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire, ça on l'a tous fait. Et j'ai développé un produit, d'accord, un prototype pour mon propre besoin, un support de téléphone qui se clipse à côté de l'écran, comme ceci, et qui te permet d'avoir ton téléphone comme ceci, tu vois. Incroyable. Donc très pratique, c'était pour régler mon propre... Ouais, simple, efficace. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui met en avant des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, issus souvent de banlieues, pas toujours, mais en tout cas, c'est vrai qu'on aime bien donner la lumière, montrer que dans nos cités, dans nos quartiers, il n'y a pas que des footballeurs ou des rappeurs qui émergent, il y a aussi des entrepreneurs, des intellectuels dans tous les domaines, et c'est important de le mettre en avant. Mon invité aujourd'hui, Mehdi Mezat. Comment tu vas, Mehdi? Super, et toi? Super. Je pense que certains te connaissent déjà des réseaux sociaux, mais en tout cas, aujourd'hui, on va te découvrir davantage avec ta super invention. Quand on dit Mehdi, il y a Funside qui va avec. Donc, c'est ton petit bébé que tu vas nous présenter plus en détail tout à l'heure. Dis-nous déjà, qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? C'est quoi ton activité? Et c'est quoi le Funside? On le présentera un peu plus tard, mais d'accord. En 2 mots. Donc, tu veux que je te parle de mon activité actuelle? Voilà, exactement. Okay, après, on ira dans le détail. Ça marche. Juste avant ça, un grand merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là, à tes côtés, plaisir pour parler un peu de tout ça, à la fois mon parcours, mais à la fois le projet sur lequel je suis. Et donc, ce projet sur lequel je suis actuellement, c'est Funside, d'accord? Donc, une marque d'accessoires informatiques où, chez Funside, on conçoit des produits ingénieux, simples, pratiques, pour des professionnels connectés. Voilà, des produits simples, efficaces. Combien de produits dans la marque Funside aujourd'hui? Là, au total, on a référencé à peu près une dizaine de produits. Ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Ça a été quand le début de Funside? Alors, le tout début, dis-toi, c'était à peu près en 2017. J'étais étudiant encore. J'ai développé des applications web, des applications mobiles. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu la première invention du premier produit, le produit phare, le Funside One. D'accord, on va en parler. Ouais, avec plaisir. Avant qu'on revienne sur le Funside et toutes les inventions que tu as pu avoir, j'aimerais qu'on parle de toi déjà. Donc Mehdi, c'est qui? Il a grandi où? Et qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné, tu te dis je vais entreprendre? Alors moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel jusqu'à l'âge de à peu près 12 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Goussainville. Et donc depuis petit, j'ai toujours été passionné par l'informatique. Je me rappelle, j'étais en classe de 3e. J'avais un ordinateur, donc ma mère était secrétaire. Elle nous apprenait à faire de la mise en page sur Word. Elle nous apprenait à taper sur le clavier sans regarder le clavier, tu vois. Ouais. Donc dès cet âge-là, j'étais plongé dans l'ordinateur. Et en classe de 3e, je me souviens, je m'intéressais à la programmation à ce moment-là. Donc j'étais curieux. J'ai suivi un petit tutoriel sur Internet, sur le site du Zéro, qui aujourd'hui s'appelle Open Classroom. Donc un tutoriel qui t'apprenait à faire un site HTML de zéro. Je suis le tuto, je fais mon premier site, je suis assez fier de moi, je suis content. Et dès cet âge-là, tu vois, à ce moment-là, je me disais plus tard, je veux devenir programmeur, développeur informatique. Et c'est quoi le premier site que tu fais? Le premier site que j'ai fait, je me rappelle, je jouais à un jeu vidéo à l'ancienne, Metal Gear Solid. Ouais, et j'avais fait un site internet avec des photos du jeu, quoi, tout simplement. D'accord. Et qui parlait du jeu, qui décriait qui parlait du jeu tout simplement, tu vois. Ok. Ouais. Et après, tu continues? Et donc, à ce moment-là, déjà, il y avait cette petite cette expérience qui m'a donné le goût on va dire, de développer des sites, de devenir programmeur. Et côté business, tu vois, c'était plutôt... j'avais besoin d'argent à ce moment-là aussi. Et donc, j'aimais bien l'informatique. Et à ce moment-là, je me rappelle, je craquais des PSP, des consoles pour 5 €. C'était ma première activité commerçante, tu vois. J'avais besoin d'argent et c'était une bonne alternative. Attention que la brigade va te retrouver. Non, c'est pas méchant, ça. Ouais. Donc, tu vois, des petites expériences comme ça qui m'ont tout de suite donné goût à la fois à l'informatique, à l'entrepreneuriat, au business, au commerce. Je travaillais au marché aussi sur cette période. Ah ouais. Combien de temps tu as fait le marché? J'ai fait peut-être pas si longtemps que ça, peut-être 6 mois à peu près. À peu près 6 mois. On travaillait tous les samedis, dimanches. On se levait à 5 h du matin pour finir à 14 h. Il fallait déballer le camion, vendre et remballer pour 20 €. 20 € la journée. Donc t'imagines, c'était pas grand-chose. Moi, je te fais une anecdote, je me rappelle, petite parenthèse.
quand j'étais à la fac, on avait un espèce de petit local avec D'accord. des gens qui te donnaient des missions. Ouais. Dans la fac de Paris 13, Villetaneuse. Ah, j'y étais aussi. Et quand tu... Et encore, fallait être sélectionné. Hein. Et moi, je me rappelle une fois, j'ai été pris sur un truc. Fallait aller à des ronds-points et tu comptais les voitures comme ça, Ah ouais, avec le truc. Et la mission, fallait être à 6h du matin, je crois. d'accord. Et fallait retourner genre à 16h. Donc en plus, ça te bouffe ta journée. Et je crois qu'ils nous avaient donné 30 euros. Ah, Bref, ça m'a fait penser à ça, comme quoi on vient de loin. Donc les marchés, et après, toujours un petit goût du business. Ouais, toujours ça, tu vois, toujours. Et du coup, je me dirige vers des études en informatique, tu vois, parce que Ouais. Bah ouais. c'était ce qui me plaisait, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais ce qui se rapprochait le plus de l'informatique, c'était l'électronique à l'époque. Donc, je fais un bac STI, génie électronique, tu vois. Je fais mes 2 années, j'ai mon bac, et là, je me dirige vers un DUT Services et réseaux de communication, DUT SRC, à Bobigny. Donc ça se passe mal. Je t'avoue que sur cette époque-là, j'avais lancé un business en parallèle. Donc qu'est-ce que je faisais? J'achetais, je revendais des accessoires, des vêtements. Je les revendais sur Facebook Le Bon Coin. Ça marchait très très bien et du coup ça m'a fait décrocher des études. Mais vraiment décrocher quoi. Pourtant c'était ce que j'aimais. On faisait de la programmation en DUT Bah oui. SRC. Même si on faisait pas mal de matières différentes, un peu voilà, vraiment très différentes comme histoire de l'art, réseau, les langues. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment que la programmation, tu vois. Et donc, cette activité qui me rapportait beaucoup m'a, on va dire, détourné un peu du système scolaire, mais ça m'a accentué le goût de l'entrepreneuriat, tu vois, de avoir mon propre business, avoir ma propre entreprise. Du coup, l'année suivante, je me dirige vers une licence éco et gestion à Villetaneuse. En quelle année ça? On aurait pu se Ouh. croiser. Hein. Peut-être, hein. T'as quel âge? T'es plus jeune que moi. C'était quoi, regarde, c'était 2 ans après le bac. J'ai eu le bac j'avais 18 ans. Donc, j'ai 18 ans, j'avais 21 ans. C'était sûrement peut-être 2013, 2014. Ah oui, bien après moi. T'es jeune. 2013 Moi, c'était en peut-être. 2004 que Quelque je suis chose comme rentré à ça. l'université. 2004, ouais, non, bien plus. Ouais, 10 ans plus tard, ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as quoi, 30 ans? Hein, Ouais, 33. 33, ok. Mhm. Donc la fac, tu fais quoi Donc à la fac, je fais une licence économie et gestion d'entreprise. Je me suis dit que ça allait m'intéresser. Il y avait de la gestion d'entreprise, mais beaucoup trop théorique. Pas du tout fait pour moi. Pas du tout fait pour moi. Moi, j'ai plutôt un esprit très logique, très concret. Et tout ce qui est théorique, c'était pas fait pour moi. Donc 2 ans, je fais une première année, licence éco-gestion, et je vois que c'est pas fait pour moi. Du coup, je me réoriente. Et là, je fais un DEST webmaster à l'université de Limoges, à distance. Ouais. Ça écoute, ça s'est pas trop bien passé aussi, hein. Pareil, hein. C'était à distance, c'était bien. La première année, ça se passe bien plutôt, mais la deuxième année, j'arrête totalement. Pourquoi? Parce que l'activité commerçante que j'avais, dis-toi qu'elle me rapportait à peu près 4 000 euros par mois. Ah ouais. Et du coup, quand tu as cette somme-là et qui te prend une activité quand même qui te prend pas mal de temps, et en parallèle, tu as des cours voilà, qui restent... à cette époque-là, je me rappelle, je me remettais beaucoup en question. Dans le sens, je me disais, bon, est-ce que plus tard, je veux vraiment faire programmation, développement? Parce que, tu sais, à l'université, les cours de programmation, c'est très archaïque. Ils ne sont pas sur des technologies récentes. Ouais. Tu dois le savoir, je pense, dans le métier L'image sur que lequel j'en ai, ouais. Voilà, c'est ça. Ils sont très à l'ancienne. Et du coup, ça m'avait remis en question sur ma passion même pour l'informatique. Et à ce moment-là, je restais sur mon activité commerçante. J'achetais, je revendais et je délaissais les cours tout simplement. Jusqu'au jour où je me remets bien en question un peu sur ce que je veux faire plus tard. Et à ce moment-là, je décide d'arrêter complètement donc, mon business que je faisais à côté, de reprendre l'apprentissage de l'informatique, mais là, pas au sein de l'éducation nationale. C'est à ce moment-là où je tombe sur Simplon, l'école Simplon. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bootcamp, un peu comme 42. Il y en a eu pas mal d'autres qui se sont lancés après Simplon et 42. Et en gros, ça t'apprend à développer, ça t'apprend à coder sur des technologies récentes et t'as pas plein d'autres matières à côté, tu vois. D'accord. Elle existe encore cette école? Ouais, toujours. Ils sont un peu présents partout en France. Hein. Ok. Ouais, ils ont pas mal de centres un peu partout, ouais. Simplon. Et donc, j'y vais, j'arrête mon business et là, je me concentre à 200% sur cette formation.
Donc, je monte en compétence dans le développement informatique. Et l'idée que j'avais, en fait, quand je reprends cette formation, c'était de vendre des sites Internet, tout simplement. Ouais. Faire un business de... voilà, je développe et je revends des sites Internet, tout simplement. Et donc, je fais 6 mois chez eux, 6 mois de formation, où je bosse sur des technologies JS, JavaScript. Et à la fin de ces 6 mois, je suis recruté en tant que développeur web et mobile. Donc, je développe des applications web et mobile pour leurs clients. Donc, Simplon Prod. Donc, il y avait l'école Simplon. Et au sein de Simplon... C'est une ESN en quelque sorte. Pas vraiment. En fait, ils avaient une agence dans l'école. D'accord. Donc, les applis, elles étaient faites par eux. Exactement. Ils vendaient leurs solutions à leurs clients, des applications. C'est ça, mobiles. c'est ça. Et la particularité de l'agence, c'est qu'ils recrutaient d'anciens étudiants, d'anciens élèves, tu vois. D'accord, ouais, c'est un bon modèle, ça. Exactement. Ouais, non, c'était pas mal. Du coup, chez Simplon, en tant que développeur, tu vois, je travaillais beaucoup avec l'ordinateur et le téléphone pour checker mes applications web, mes applications mobiles, voir si les applications web étaient bien responsives, tu vois. Et donc, j'avais mon PC, le téléphone, soit je le tenais dans mes mains, soit je le calais un peu sur l'écran, tu vois, un peu comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on l'a tous fait. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, chez Simplon, ce qui était bien, c'est qu'on avait une imprimante 3D. Elle prenait un peu la poussière, personne ne l'utilisait. Et du coup, j'ai pris en main la machine, j'ai appris à l'utiliser et j'ai développé un produit, d'accord? Un prototype pour mon propre besoin. Un support de téléphone qui se clipse à côté de l'écran, comme ceci, et qui te permet d'avoir ton téléphone comme ceci, tu vois. Incroyable. Donc, très pratique. C'était pour régler mon propre... mais... Ouais, simple, efficace. Fallait y penser. Exactement. Et donc, je l'utilisais, je développais avec. Autour de moi, on me disait, c'est quoi ce truc? Il est pas mal. Moi aussi, ça m'intéresse, tu vois. Et c'est vraiment de là que j'ai développé le produit. Je me suis dit, allez, on y va, on tente, on industrialise. Et quelle année, là, à ce moment-là, tu m'as dit? À ce moment-là, le premier prototype, c'était aux alentours de 2017-2018. Ok. Ouais. D'accord. Et après, tu pars d'un prototype au vrai produit. Exactement. Ça a pris pas mal de temps. Hein. Ça a pris vraiment pas mal de temps. Parce que raconte un peu ces étapes, que les gens comprennent bien. D'accord. Là, c'est intéressant parce que tu es dans du produit physique. Bien sûr. Donc, les difficultés à concevoir un produit qui paraît simple. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tu vois, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. De base, j'étais un dev. T'étais en tu vois ce que je veux dire? J'étais loin du côté industriel, du côté hardware, du produit physique. Mais vraiment loin. Et du coup, j'ai dû apprendre à faire pas mal d'erreurs. Moi, ce que je connaissais à cette époque-là, c'était l'impression 3D. C'était cette machine-là, cette technologie-là qui m'avait permis de faire le prototype, de passer d'une idée à un produit concret que tu peux toucher, qui est fonctionnel, que tu peux utiliser. Et donc, logiquement, je m'achète une autre machine. Je m'achète ma première machine, que je l'installe dans ma chambre et je commence à améliorer le produit, à faire pas mal d'autres prototypes, des versions que je commercialise à mon entourage. Ensuite, je passe en micro-entreprise pour commencer à les commercialiser de manière officielle, tu vois. Ouais, légal, ouais. Exactement. Je commence à cette époque-là, je quitte, après mes 2 ans du coup de salariat chez Simplon, je décide d'arrêter parce que je travaillais beaucoup en parallèle en fait de mon travail en tant que développeur. Je travaillais beaucoup sur mon activité Funside du coup, mais j'avais pas suffisamment de temps. Je rentrais du boulot, j'ouvrais le PC, je travaillais sur mon projet, mais c'était très peu. Toi-même, tu sais, quand tu as un projet à côté, il faut y consacrer du temps. Il fallait faire un choix à ce moment-là. Exactement. Et j'avais besoin... De base, j'avais toujours cette envie-là d'être indépendant, d'avoir ma propre boîte, d'être libre, tu vois. Et en tant que salarié, vraiment, je me sentais comme enchaîné. Quand je te dis enchaîné... déjà, on va dire merci à Simplon. Ah non, mais... Bien sûr. Parce que c'est là-bas que ça a commencé, l'histoire. Bien sûr. Bonjour à vous. Merci. Un grand merci à Simplon. J'ai beaucoup aimé ces années-là. J'ai beaucoup appris. Il y avait une bonne équipe de bons formateurs. Un formateur JF, un grand big up à lui. C'est lui qui m'a appris aussi tout ce qui est impression 3D. On te salue. Non. Puis l'idée, elle a émergé là-bas. Donc, En plus, ils là, ont mis à dispo l'impression 3D des machines. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais un choix fort. C'est-à-dire... C'est bon, j'arrête le salariat, je dois me concentrer sur mon produit. Ouais. Et c'est quoi les mois qui suivent? Comment on commence à vendre les premiers Funside vraiment à des gens que tu connais pas en fait? Ouais. Bah écoute, ce qui se suit, c'est... je sors de ma chambre déjà, parce qu'en bossant de sa chambre, tu vois, ça a ses limites. Donc là, je commence à intégrer l'espace de coworking d'Aulnay-sous-Bois, de la MDE, la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise. J'intègre leur coworking, j'installe...
ma première machine, puis ma deuxième, une seconde machine que j'achète. Ça fait rapidement trop de bruit dans l'espace de coworking. Donc là, je passe à un bureau juste à côté. Et je commence à monter 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 machines, 7 imprimantes 3D. Donc, on fabrique, on produit 24/24. On met des process en place pour que les imprimantes tournent toutes seules, même la nuit. Et donc, on produit, on ne s'arrête pas. À ce moment-là, on communique beaucoup aussi sur LinkedIn. À ce moment-là, je me servais beaucoup de LinkedIn pour, du coup, faire parler un peu de mon activité, de ma marque, du produit. Tu vois? T'as Et été ça, un des premiers, du coup, à faire du storytelling. Parce que là, dans quelle année, là, quand tu commences à parler sur LinkedIn? je crois qu'on est en 2018, 2019, Ah, c'est assez 2019. tôt, hein. Ouais, ouais, Bah, ouais. ça, c'est intéressant, parce que bah, moi, tu sais, je suis tout le temps sur LinkedIn maintenant. Effectivement. Ouais. Mais à cette époque, 2018, Cette époque, LinkedIn, il n'est pas encore non, très... c'était calme. nous proposons un emploi, tenez, qui veut un emploi, les CV, tout ça. C'est pas que ça, un peu, à cette époque? Ouais, c'était principalement ça. Il y avait peu de personnes qui communiquaient sur LinkedIn. Qui Très peu de. racontaient leur entreprise, ça, il n'y en Ouais, avait pas ouais. beaucoup, Il hein. y en avait peu quand même. Il y en avait, hein. Il y en avait qui se servaient de l'outil quand même, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais. Là, on sent qu'il y a une grosse vague quand même Avec ChatGPT, encore Bien plus, sûr, hein. bien sûr. Mais bon, c'est le jeu, hein. Oui, bah, C'est il le faut jeu. vivre avec son temps, avec sa Exactement. technologie. C'est quoi Ouais. comme... c'est comme matière? C'est quoi? C'est un plastique? C'est... Alors, au niveau du matériau qu'on utilise aujourd'hui, c'est de la BSPC recyclée. Par le passé, en impression 3D, on communiquait beaucoup sur le côté biodégradable du produit, le côté écologique. Parce que quand on imprime en 3D, euh, le matériau le plus facile pour imprimer, c'est du PLA. Et le PLA, c'est un matériau issu d'amidon de maïs, donc biodégradable en conditions industrielles. Bah, ça va, Et donc, ce côté-là écologique, ça a bien marqué les esprits. c'est Et important. naturellement, logiquement, on a essayé de continuer dans cette direction en fabriquant à partir de matériaux recyclés aujourd'hui. D'accord, Ouais, c'est important. Mais du coup, je reviens à l'histoire. Tu es ouais. dans le bureau, tu commences à produire. Donc une quantité, j'imagine, tu pas encore dans la grosse production. Euh, bah, je te laisse continuer. Il se passe quoi après? Bah, après, dis-toi que on produit, on commence à vendre, on fait quelques ventes, on vend à des sociétés aussi. Tu les vends où tes produits à ce moment-là? Alors, on les vend à la fois sur notre site e-commerce et à la fois aux entreprises en tant qu'objet publicitaire. Ouais. D'accord. Enfin, Dès cette période-là, en fait, on a compris, hein, le marché nous l'a dit, que le produit s'apprêtait super bien en fait avec le marché de l'objet pub, en gros, le vendre en tant que cadeau d'affaires personnalisé, ça plaisait beaucoup. bah oui. Et donc naturellement, on s'est dirigé vers là. Et donc on vendait à des sociétés, à des particuliers. On est monté jusqu'à des commandes de 500 pièces à peu près, et rapidement, dès qu'on nous demandait plus, on a été bloqué. D'accord? On avait des demandes de 1000, 2000 pièces, 3000 pièces, mais tout de suite, ça bloquait en termes de prix, de délai, parce que l'impression 3D a ses limites. Les capacités de production qu'on avait avec l'impression 3D, malgré qu'on avait 7 machines, c'était beaucoup trop lent, tu vois. Et le coût de revient aussi du produit était beaucoup Élevé. trop élevé. Bah oui. Et du coup, à ce moment-là, on décide de faire une campagne de financement participatif. À cette époque-là, on était 3-4 dans l'équipe, alternants, stagiaires, principalement. Et donc, on fait une campagne. On fait une campagne sur Kickstarter qui a plutôt bien marché. On avait demandé 20 000 euros, on en a eu 35 000. Il y avait un total de 650 contributeurs qui nous ont aidés à financer les moules qui ont permis de financer la version industrialisée. D'accord. Donc, ouais, ça C'est quoi avait bien marché. pour les gens qui investissent, c'est quoi la contrepartie? C'est du don comme ça ou c'est des actions dans Non, non, non. En fait, c'est comme des précommandes, si tu veux. D'accord. Ils précommandent en soutenant. On va dire, celui qui donne 20 euros, il a un produit. D'accord. Celui qui donne 40 euros, il aura 2 produits en contrepartie, et ainsi de suite. Il y avait D'accord, c'est différents des paliers, tu vois. précommandes, ouais. Ouais, c'est vu comme des précommandes. Donc Et là, il y a certains 35 pouvaient 000 soutenir euros. aussi. D'accord. Certains pouvaient aussi faire Un don. un don pour soutenir le projet. Donc ça, c'est une bonne... c'est quelque chose que je recommande beaucoup, les campagnes de financement participatif pour lancer un projet. On D'accord. sait que pour beaucoup, faire des prêts, c'est pas possible. Emprunter même à des proches, c'est des fois difficile. Alors que là, tu vois, sur Sûr. des contreparties, un peu comme des précommandes, c'est pas mal. C'est une très bonne alternative, tu C'est vois. clair. Ouais. Ok. Donc là, 35 000 euros qui rentrent, tu fais quoi Ouais. avec? Tu peux produire. Alors, on investit dans le moule.
Un moule qui nous compte pour fabriquer le produit, il nous fallait 2 moules. Donc, on en avait à peu près pour 25 000 euros de moules. Et le reste, c'était de la production. Mais on a dû rajouter un petit peu plus pour financer la production. Une première production de 7 000 pièces. Et voilà, on lance. On lance, ça marche. Vous produisez où, là? Toujours au même Alors, endroit ou... Non. Alors, à l'époque, on avait... donc, les moules, on les a fait fabriquer en Chine. Ouais. La première production, les pièces plastiques du moins, ils provenaient de Chine. Donc, ils étaient fabriqués en Chine. Et l'assemblage en France, dans notre atelier. Du coup, le produit restait made in France. D'accord. Okay. Et c'est que par la suite, quelques années plus tard, où on décide d'importer notre moule en France pour faire de la fabrication française. Tu vois. Okay. Ouais. Et donc, on produit, on lance la production, on livre. Non, vas-y. Tu dis que vous étiez made in France dans le fait de l'assembler déjà le produit. C'est ça. Pourquoi ne pas avoir laissé les moules en Chine? J'imagine que ça coûte beaucoup moins cher, non? En fait, quand tu mesures un peu et que tu fais le pour et le contre, ça ne coûte pas vraiment moins cher. En fait, ça va coûter moins cher en Chine si tu fais de grosses productions. Par exemple, si tu produis du 100 000 pièces, 200 000 pièces. Ouais. Nous, on était limité à des prods entre 7 000 et 20 000 au début. Tu vois. Quand même. Et donc, quand tu produis en France, tu n'as pas les frais de transport, par exemple, de pièces, tu vois. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire aussi l'assemblage en Chine. Là, on aurait un produit beaucoup moins cher. Après, on ne voulait pas se faire copier aussi. On voulait rapidement importer nos moules en France, faire l'assemblage en France pour ne pas se faire copier. Tu vois. Il y a des copies de Funside qui existent aujourd'hui? Avec le temps, il y a eu copier, j'imagine. Ouais, il y a eu des copies, mais c'est marrant parce que... Ils sont pas aussi bien. Non, pas du tout. En fait, ils se copient tous les uns sur les autres sur un produit, sur une version du produit qui est totalement différente. Je sais pas si tu l'as vu, la version où tu colles quelque chose derrière le PC. Non, je l'ai pas vu, pour être honnête. Dis-toi, c'est une petite plaque en alu que tu colles derrière le PC et qui s'oriente comme ça. Mais il faut que tu colles quelque chose sur ton PC, tu vois. C'est pas pratique. Et tu peux pas l'enlever, ou alors quand tu l'enlèves, ça laisse une grosse trace dégueulasse. Le PC, ouais. Exactement. D'ailleurs, parce que je l'ai testé aussi, et moi je suis un peu parano. Pour l'écran, on a quelques parce que ça tient bien. Et il y a une pression qui est quand même... je sais que c'est testé. Rassure tout le monde par rapport à ça, c'est complètement testé. Ouais, aucun souci. En fait, tu vois, tu as des caoutchoucs. On a intégré deux patins en caoutchouc qui permettent une bonne adhésion et ça protège l'écran en même temps. D'accord. Non, on n'a jamais eu de soucis liés au pincement du support sur l'écran. Ouais. Ok, donc là, je reviens au moment. On va un peu avancer dans le temps. Ça y est, tout est produit en France, dans la région parisienne ou... Alors, lorsqu'on apporte les moules, donc maintenant, on fait fabriquer effectivement à Périgny, dans le 94. D'accord. L'assemblage, on le fait dans notre atelier. Une partie de l'assemblage est faite dans notre atelier à Tremblay en France, dans le 93. Et une autre partie à Villepinte, à l'ESAT de Villepinte. Donc, on fait travailler des personnes en situation de handicap sur une partie de l'assemblage du produit. Et ça, c'est très apprécié de nos clients aussi. Il y a une valeur, il y a une conscience, c'est important de le dire aussi, déjà du vrai Made in France, puisque tu as fait le choix de tout ramener en France. Et puis, les produits utilisés, c'est écologique. C'est quand même... voilà. Et les personnes handicapées qui travaillent en prime. Donc, tu fais attention quand même à l'éthique, puisqu'on est dans le podcast éthique. Bien sûr. Le produit, il est éthique. Hein. Bien sûr. Si on peut faire des choix, on va dire, liés au process de fabrication qui ont de l'impact, qui contribuent, on va dire, à aider autour de nous, tu vois, on le fait sans hésiter. Et j'encourage vraiment beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, tu vois, à se diriger vers ces structures-là, les ESAT notamment, parce que eux, ils en demandent beaucoup du travail, tu vois. Ils sont en demande de mission, que ce soit du cartonnage, de l'assemblage, du packaging. Et c'est intéressant même pour l'entreprise, parce que le coût est très peu cher, tu vois. C'est très intéressant. Et derrière, il y a de l'impact. Et ces personnes-là qui bossent, qui travaillent, ils se sentent, ils se sentent considérés. Ils ont un travail, ils gagnent leur propre argent, c'est quelque chose. C'est très très bien. Ouais. À partir de quand tu commences à pouvoir te rémunérer avec ta boîte Funside? On va dire à peu près 2 ans après la création de la société. Parce que j'ai commencé en micro-entreprise.
tu vois. Après, j'ai lancé la société. Et donc, à peu près aux alentours de 2022. Ouais, 2022. D'accord. Ouais. Donc, il y a une période où il n'y avait pas de revenus qui rentraient. Ah, il y a une période très, très, très compliquée. Tu étais chez les parents à ce moment-là ou... Ouais, j'étais chez les parents, effectivement. Ouais, j'étais chez les parents. Après, quand j'ai commencé, j'avais pas mal Déjà, j'avais des économies avec mes 2 ans de salariat chez Simplon. Après, j'avais le chômage, tu vois. D'accord. Donc, tout ça, ça m'a laissé vraiment du temps. Du temps pour développer l'activité. Mais ce temps-là, des fois, il est contre nous, tu vois. Dans le sens où, des fois, quand tu as trop de temps, quand tu es trop à l'aise, ça te met pas assez de pression. Assez de pression pour aller vite, pour faire des bons choix, pour pas perdre de temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut faire attention. Ouais. Non, c'est bien ce que je dis, parce que c'est en tout cas la réalité de l'entrepreneur, du créateur, même de l'inventeur d'un produit. Tu n'es pas que entrepreneur. Tu as inventé un produit qui n'existait pas, un concept. Et combien de pièces aujourd'hui sont produites par an? À peu près, on est entre 50 et 60 000. On lance des productions de 20 000 pièces à peu près tous les 5 mois, quelque chose comme ça. Et tes clients principaux, c'est quoi? C'est les entreprises ou c'est les particuliers? Non, c'est les entreprises. On est très focus sur les entreprises, ouais. D'accord. Ouais. Donc, ils donnent ça à leurs employés, qui offrent ça comme cadeau. Sur le marché de l'objet pub, ouais. D'accord. Sur le marché de l'objet pub, donc on a pas mal de boîtes différentes comme clients. T'as Meta, Valeo, Engie, Novotel. Ah ouais. Vraiment des boîtes prestigieuses qui nous passent des commandes quand même importantes. T'as PwC aussi. Ah ouais, une des dernière commande de mastodontes. 3000 pièces. Et donc, ce qui est bien quand tu vises les entreprises, c'est que tu peux vendre en quantité. Donc, c'est super intéressant. Comment tu démarches? Parce qu'on est là pour partager l'expérience de l'entrepreneur aussi. Ouais. Comment tu pénètres les grosses entreprises comme ça? Comment tu arrives à faire en sorte qu'elles te disent oui, on vous prend 5000 Funside? Alors, honnêtement, Et la première, tiens, le premier gros client que tu as premier gros client, bah, tu vois, ça rejoint un peu la suite parce que c'est de la mise en relation. Mise en relation via soit réseau proche, d'accord, soit LinkedIn. D'accord. Mais mise en relation. Les mises en relation, c'est si je mets à plat tous les deals qu'on a eu, tous les deals qu'on a signés, et que je check un peu la provenance, la source, on va dire, c'est les mises en relation qui en sort. D'accord. Ouais. L'importance du réseau. Ah ouais, c'est super important. Ça, en fait, ça facilite la relation, la confiance, ça apporte la confiance. C'est quel type de métier dans les entreprises avec qui tu traites, toi? C'est quoi? C'est des achats? Généralement, non. Généralement, c'est responsable marketing. D'accord. Ouais, c'est le pôle marketing. CSE aussi. CSE, D'accord. on a beaucoup de clients c'est des comités d'entreprise qui ont ces besoins-là, tu vois, d'offrir des cadeaux d'entreprise à leurs collaborateurs, à leurs clients aussi, pour certains. Et dans toute cette aventure entrepreneuriale, il y a un mariage. À un moment donné, tu te maries en quelle année, Mehdi? Je me marie que je te dise pas de bêtises, en 2021. On en est où? 2021, Funside, ça, c'est pas rentable encore, non? Non, c'était un peu à cette époque-là, c'était un peu juste, ouais. C'était la période où tu te rémunères très, pas très juste, encore avec ouais. Funside. J'allais switcher vers Malgré tout, un mariage. Parce que c'est important de mettre face à face tu vois, l'entrepreneuriat, les sacrifices, le fait que tu n'es pas dans une période prospère peut-être financièrement. Tu te maries quand même, après il y a un enfant. Donc c'est aussi ça, tu vois. Comment tu concilies aujourd'hui la vie de papa et la vie d'entrepreneur? Tu as plus de responsabilités, tu vois. Tu as beaucoup plus de responsabilités. Là, les choix que tu fais, tu vois, il n'y a pas que toi qui rentre en jeu, on va dire. Tu vois, là, tu es obligé de faire des choix plus réfléchis, d'être un peu plus prudent, tu vois. Et voilà, tu fais avec. Tu arrives à te libérer suffisamment de temps quand même? Ouais, en termes de temps, c'est là où c'est difficile. Ouais, il faut bien faire la part des choses, donner du temps à chaque chose. Ça, c'est pas évident, mais tu es obligé. Parce que c'est quoi le patron de Funside aujourd'hui, toi? Ouais. C'est combien d'heures de travail par jour? Ça varie en fonction des jours, mais dis-toi, par jour, on va dire, je démarre souvent à 8h. 8h, je termine vers les coups de 18h à peu près. Mais les week-ends aussi, je bosse des fois, tu vois. Et des fois, en semaine, un jour ou deux, tu vois, je freine un petit peu, tu vois. C'est très variable.
J'ai Ouais. pas d'emploi du temps carré, tu vois, où, Bah oui, où tout est comme structuré. tout entrepreneur. Ouais. Et c'est quoi la suite pour Funside? Donc l'idée avec Funside, hein, pour la suite, c'est de développer toute une gamme de produits. Donc dans le même esprit, des produits simples, pratiques, ingénieux. Notamment, tu as le dernier produit qu'on a lancé, le Funside Note, donc le premier support de téléphone qui Ouais, se clipse à un carnet. D'accord? d'accord. Donc, parce que tu sais, les étudiants, les professionnels travaillent beaucoup sur cahier, écrivent beaucoup, Ouais, toujours. les Il y a étudiants, toujours une grosse partie même des pros, tu vois, qui prennent des notes sur les en carnets, réunion, et bah, en salle bien de sûr. réunion principalement, tu vois. Et l'idée de ce produit-là, c'était d'associer le digital avec l'écriture. Ok, parce que l'écriture manuscrite, je suis convaincu que c'est quelque chose qui partira pas. Le fait d'écrire à la main, ça permet de mieux mémoriser, de mieux exprimer ses idées, de dessiner notamment, tu vois. Ouais. Et donc l'idée, tu vois, je te montre. Vas-y, montre-nous. Si on voit bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais l'idée, c'est un support de téléphone qui se clipse à la couverture de n'importe quel carnet, ok, D'accord. et qui se déplie pour pouvoir venir poser son téléphone. En gros, ça associe ton smartphone à ton carnet. Et lorsque tu as fini avec, tu le ranges, tu le replies, et il se transforme en mode marque-page. C'est un Et il quitte pas le marque-page, ouais. carnet, tu vois. D'accord. On a déposé le brevet, on a été médaillé au concours Lépine sur ce produit aussi. Parce que je ne te l'ai pas D'accord. dit, mais le premier, on a été récompensé d'une médaille d'argent. Le premier produit, le Funside One, support de téléphone pour écran d'ordinateur. Bravo. Et sur celui-ci aussi. Ouais. D'accord. Explique-nous un peu le concours Lépine, ça se passe comment? Concours Lépine, écoute, c'est un concours qui a lieu une fois par an, qui récompense les inventeurs, les inventions. Donc c'est très simple, hein, tu candidates, tu es présélectionné. Et là, tu peux participer au concours Lépine. Donc c'est au sein de la foire de Paris. Ouais. Tu as un stand. Et sur une dizaine de jours, tu as des jurys qui passent te voir, qui te posent des questions sur ton invention, qui la jugent, qui la notent. Et à la fin, ils déterminent des gagnants, des médaillés. Ok, Ouais. donc à 2 reprises, hein, pour 2 produits Exactement. récompensés Lépine. Et ça, Bravo. ça nous a beaucoup aidé parce que c'est un label, c'est une du- récompense qui est connue Ah oui. aujourd'hui. Quand tu dis concours Lépine, tu vois, C'est connu, bien auprès sûr. d'entreprises, c'est quelque chose. Ça montre la qualité du produit et de l'invention. Exactement. D'accord, Ouais. donc lui, il est commercialisé, Ouais, on a lancé Funside Note. on a lancé une campagne de précommande en juin dernier. Là, on a expédié toutes les précommandes qu'on a pu avoir. Et donc, c'est cool. On est passé sur France 3 aussi sur ce produit-là. Donc, Ah ouais, il cool. a été diffusé sur France 3 et d'autres médias. Donc, on Après, est j'imagine pour des étudiants, c'est pas trop bien vu en amphi, à mon avis, de laisser le téléphone comme ça. content. Alors, en amphi, je sais pas. Hein, moi, je suis plus trop étudiant, tu vois. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à la maison ou bien même pour les pros en télétravail, le téléphone, pour pas mal d'usages, c'est super utile. J'ai envie de te dire, des étudiants qui ont des cours d'anglais, d'espagnol, de langue, ils ont leur traducteur directement sur leur téléphone et boum, ils copient sur leur cahier à côté. Après, tu as ceux qui sont dans les mathématiques, dans les maths. Ils ont leur téléphone à côté, voilà, ils ouvrent la calculette et ainsi de suite. Ou bien même les professionnels en salle de réunion, ou bien en télétravail qui sont en visio, tu vois, mais qui Ouais. prennent des notes sur leur carnet. Super pratique. Tu sais, moi, je rêve d'un truc, mais Ouais. après, je pense que beaucoup ont déjà pensé. Pour revenir au premier modèle du Funside, on D'accord. en avait discuté une fois où on s'était vu, mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui ont dû te le dire. Pour les tablettes, non? Non, c'est le transfert de. Ah, d'accord. Et là, c'est une Ouais. autre techno, je sais bien. Ouais, là, c'est un peu plus complexe. Mais à ce stade, c'est quelque chose qui est concevable ou c'est trop compliqué? Alors, sur Android, ça existe. Donc, un smartphone Android avec un laptop Windows, ouais, c'est possible. Il y a déjà des outils qui existent et qui te permettent on va dire, de switcher ta souris de l'écran Un de double l'ordinateur écran, quoi. vers ton téléphone. Et pareil pour le clavier. Tu peux taper avec le clavier de ton ordinateur portable sur ton smartphone. Ça, tu Ouais, peux. ça, c'est fort. Sur iOS, il y a trop de sécurité, il y a trop de blocage. Donc, c'est un peu plus compliqué. Tu D'accord. vois. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Après, j'imagine, c'est d'autres problématiques techniques. C'est pas simple. C'est ça. C'est un terrain un peu, Différent. ouais, un peu risqué. Même si, tu vois, chez Funside, on se limite pas, en tout cas pour plus tard, dans la vision de la boîte et de la marque, je me limite pas à l'hardware. Je pense beaucoup aux applications aussi. Quelques idées en tête. Pour l'instant, je peux pas trop. Non, il faut pas dire, ouais. Ouais, je peux pas trop dévoiler, mais en tout cas, des applications, tu vois, qui sont liées à la productivité, à la gestion du temps,
D'accord. Mehdi, t'es marocain Ouais, d'origine d'origine. T'es un peu comme moi, les parents ils sont venus pendant les périodes d'immigration ou bien tes parents sont nés en France, toi? Non, 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 ils sont venus pendant la période exactement d'immigration. D'accord. Ma mère Donc très du petite Maroc. et mon père un Ok. peu plus tard. Une Ouais. fratrie de combien? Alors nous, on est trois, j'ai un frère, une sœur. D'accord. Un Ouais. frère et une sœur. Tu te situes où, toi? Ah, moi, je suis au milieu. Au milieu? Ouais. Ah, c'est jamais facile au milieu de trouver sa place. Ouais, écoute, moi, ça s'est fait naturellement, on va dire. Ouais, d'accord. Ouais. C'est la sœur qui est la plus grande ou la plus Non, petite? ma sœur, c'est la plus petite. Mon C'est frère, la c'est le plus plus grand. petite. Ouais, j'ai Ton un grand frère, c'est le frère. plus grand. D'accord. Des entrepreneurs aussi ou c'est que toi? Non, 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 il y a que moi qui entreprends dans la boîte. Dans la, Dans dans la la boîte. boîte. C'est une Mais tu vois, je suis entreprise. tellement. Dans la famille. Non, ça, on va cut ça. D'accord. Il y a que Non, moi on qui va entreprends dans garder la. ça. Il y a que moi D'accord. qui entreprends Ok. dans Et la famille, ouais. d'accord. Donc c'est pas ce goût d'entrepreneuriat finalement, il t'est venu un peu de ta jeunesse. Il n'y a pas quelqu'un qui Ouais, t'a c'est ça. montré ou Ben, j'ai envie de te dire, c'est venu un peu naturellement. C'est venu un peu naturellement, même si je t'ai pas parlé de mon père, mais mon père, quand on était plus jeune, il réparait beaucoup les vélos. Donc, on réparait on réparait les vélos. vélos ensemble Ouais. et on les revendait au bled, tu vois. Et je l'aidais souvent à bricoler. Et je pense qu'il m'a donné un peu ce côté bricolage créatif et la partie peut-être business un peu, ouais. c'est pas anodin. Hein. Ouais. Et il travaillait anodin. dans quoi ton père? Il était préparateur de commandes. D'accord. Ok. Ouais, donc il y a peut-être eu une inspiration de Ouais, la sûrement, part du sûrement. papa. Hein. Ouais, sûrement. Est-ce qu'il y a des fois où tu regrettes l'entrepreneuriat? Pas du tout, jamais. Au Jamais? contraire, bien Tu sûr. vis pleinement ton rêve d'entrepreneur? Ah, mais carrément. En fait, c'est un mode de vie, moi, qui me correspond. J'ai besoin d'être libre, en fait, tu vois. De décider des projets sur lesquels je voulais travailler, avec qui je veux travailler, pour qui je veux travailler, tu vois. Décider de mes horaires de travail, comment je planifie mes journées, vers où je vais. Et t'es Chose libre que- aujourd'hui? Ouais, je me considère comme libre. Je suis pas... T'es libre de ton temps? Ouais, je suis libre de mon temps. C'est une grande question, ça. Est-ce que je suis libre de mon temps? En tout cas, je gère mon temps. Je me précipite pas, tu vois. Je cours pas non plus après le temps. Je fais le max, tu vois, pour avancer vite, mais je prends les choses comme elles viennent aussi, des fois, tu vois. Il y a des fois, je regrette pas, tu vois, les choses qui passent, le temps qui passe. J'essaye de voir vers l'avant, tu vois, et de m'améliorer pour le temps qui va arriver, tu vois. Mais tout ce qui est passé, tu vois, je laisse en arrière. C'est quoi qu'est-ce qui t'anime en premier en tant qu'entrepreneur avec Funside? Pourquoi on va pas se voiler la face, il y a Ouais. évidemment faire des sous, parce qu'on Ouais. fait pas une entreprise comme ça. Bien sûr. Mais je vais faire un peu le poétique, mais à part les sous, c'est quoi qui t'anime avec Funside? Moi, ce Pourquoi que tu je le kiffe, fais? c'est créer des produits, inventer des produits, réfléchir à de nouveaux usages, tu vois. La tech de manière générale. Ça, j'aime bien. Innover. Ouais, innover. J'aime bien proposer des choses nouvelles, tu vois. Réfléchir à de nouveaux concepts. Même si c'est pas évident, parce que ça demande plus d'investissement, en fait, en termes d'R&D, même en termes de marketing. Il faut convaincre, tu vois. Vendre un produit qui existe déjà ou en face, il y a déjà la clientèle. C'est plus facile que de vendre de nouveaux concepts, de nouveaux usages, tu vois. T'es pionnier en fait sur ce que tu fais. J'aime C'est bien typiquement le genre de produit qui peut passer dans Qui veut être mon associé, ça. Ouais, peut-être, sûrement. Peut-être un jour, hein, T'as tu pas me verras candidaté dessus. encore ou Non, non, ils t'ont pas non, retenu? non, j'ai pas candidaté. Pas encore. Je t'avoue, j'ai pas candidaté. Je réfléchis peut-être la prochaine à voir. Écoutez, Qui veut être mon associé, hein, faites appel à Mehdi. Il a un super produit en tout cas. Et tu dirais quoi aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, issus de banlieue? C'est quoi le bon conseil que tu peux donner, toi, avec du recul? Je dirais quelqu'un qui veut entreprendre, faut qu'il essaye de démarrer le plus tôt possible, qu'il mette les pieds dans le business, hein, en fait, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat en soi. Quand on connaît rien, tu vois, on a 20 ans, on va dire. Moi, ce qui me bluffe, c'est qu'on voit de plus en plus des jeunes. Ouais, On voit sur LinkedIn, bien hein, sûr, 16 ans. qui se lancent, qui entreprennent. Parfois, c'est pas dans du produit physique, Ouais, mais quoi qu'il en soit, ils entreprennent dans des solutions digitales, bien sûr. dans des choses. Moi, je pense avec les réseaux, effectivement, on voit de plus en plus, pas que sur LinkedIn, hein,
de plus en plus d'initiatives, en fait. Ouais. Des initiatives, voilà, toutes bêtes. Je suis chez moi, je prépare des paniers repas, je les revends, enfin des trucs balourds. Ça, c'est de l'entrepreneuriat, typiquement. Et je pense que de plus en plus de jeunes se lancent. Et à l'image de cela, il faut se lancer tôt. Il faut se lancer tôt pour apprendre, pour comprendre, pour faire des erreurs tôt, ne plus les refaire. Faut pas hésiter. Même s'il y a les écoles en parallèle, on peut très bien trouver le temps de consacrer quelques heures par jour, voilà, plusieurs heures par semaine, et avancer doucement, doucement, step by step, pas se précipiter. C'est pas en une année, c'est pas en quelques mois qu'on va voir tout de suite les fruits de son projet, tu vois. C'est quoi Mais il faut patienter. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait, toi, dans ton parcours entrepreneurial? C'est vrai qu'à un Hmm. moment donné, tu t'es dit, c'est foutu. Tu vois. Alors, je me suis jamais dit c'est foutu, tu vois. T'es jamais, Non, je me suis jamais dit c'est jamais été foutu. au fond du trou. Non, non, non. Toujours à la limite, hein, niveau trésor. On a passé des étapes vraiment très, très compliquées, tu vois. Mais je dirais peut-être le lancement du Fun Side Note. Ouais, pas Ce facile. qui est assez récent, alors. Ouais, récent, certes, mais l'idée, elle date quand même de 2 ans, tu vois. Et on a conçu un premier moule de ce produit-là. Et le premier moule, on a investi, je crois, à peu près 20 000 euros dans le moule et dans la R&D, peut-être 20 000 de plus, donc à peu près 40 000 euros, tu vois. Ah ouais, 40 000 euros, et on s'était complètement trompé sur la conception, sur les matériaux. Lorsqu'on a reçu les premiers échantillons, les premiers prototypes issus du moule en question, ben ça n'allait pas du tout, en fait. On a pris un mur, il fallait tout recommencer, tu vois. Il fallait tout réinvestir. Et argent perdu. ouais, et 40 000 euros, ça reste C'est pas rien. un budget non négligeable, tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? Un budget que tu aurais pu mettre dans du marketing, dans de l'ads, Et dans, tu fais quoi à ce dans plein de moment-là, trucs, quand tu tu vois. te rends compte que tu peux jeter à la poubelle? Bah, je continue. Moi, je suis un peu, tu vois, je lâche pas l'affaire. Je lâche pas T'es tout lâche pas seul le ou steak. t'es entouré? Alors, je suis seul associé. D'accord. J'ai pas d'associé, Mais tu vois. dans des gens Mais j'ai une qui équipe. créent avec toi, t'as Ouais. une équipe. Ouais. Ouais. Le designer produit, c'est Théo. Et c'est avec lui qu'on a conçu le Fun Side Note. Le Fun Side One, je l'ai designé solo. Et les autres produits aussi, on les a fait avec Théo. Ouais. D'accord. Et donc tu lâches pas l'affaire, tu recommences. Ouais, c'est ça. C'est ça l'entrepreneur finalement. Ouais, il faut essayer de tenir, tu vois. C'est pas évident, hein, parce que ça demande des frais, ça te prend du temps, ça te remet en question des fois, tu vois. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Il y a des boîtes, c'est après leurs 10 ans d'activité, tu vois, qu'ils ont réussi à exploser, tu vois. Non, Ça faut allait assez patienter, vite. faut réfléchir, faut se remettre en question, faut essayer de faire les bons choix. Souvent se remettre en question pour itérer un peu la stratégie globale de la boîte, tu vois. Ouais. C'est quoi ton rêve? Tu vois où Funside dans 5 ans? Funside dans 5 ans, déjà je vois une large gamme de produits, d'accord. T'as Et des pas que idées déjà de accessoires. nouveaux produits dans ta tête? Ouais, autour de Dis pas. des accessoires pas mal, mais Ouais. pas que des accessoires. Moi, mon rêve avec Funside, c'est qu'on se mette au device, smartphone, D'accord. laptop, de tourner la page un peu des Ah accessoires, ouais, tu vois, D'accord. et rentrer dans ce monde-là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Créer votre propre smartphone. Et pourquoi pas notre propre OS? On ne sait pas, rien n'est possible, tu vois. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Donc dans Ouais. 5 ans, mais ça c'est peut-être dès 5 ans d'en avis? L'OS? Écoute, ben, en soi, les choses peuvent aller vite, hein. Les choses peuvent aller vite. En tout cas, on est avec toi. Ouais. C'est beau hein, de voir tout ça, les idées qui prennent vie. Ouais. Tu vois, dans ta chambre, comme tu l'as expliqué au début, pas beaucoup de gens qui ont ce courage. Hein. La voie de la facilité, même si j'ai l'impression que c'est en train de changer, Ouais, c'est le ça bouge salariat, beaucoup. tu vois. Donc, Ouais. pour nous, première génération née en France, on avait ce devoir vis-à-vis de nos parents qui étaient ouvriers ou dans des métiers voilà, assez primaires. Nos parents, c'était étudier, les Bien enfants sûr. étudier. Ouais. Et c'était ça, la voie. Donc, avoir son bac, faire une bonne fac ou une bonne école, Mm. avoir un diplôme, déjà, tu avais franchi un pas de fou, tu vois, par rapport aux parents. Mais qui eux-mêmes avaient franchi un pas de fou par rapport à leurs parents. Tu vois, prendre le bateau, venir sûr. en France, changer de facile. pays. On sait que c'est pas facile de changer de pays.
Et nous, c'était un peu cette voie-là, les études, rentrer dans une grande entreprise, mettre un costume, devenir cadre. On Mm. avait franchi une étape. Mais toi, tu allé encore plus loin parce que tu as pris ce risque de l'entrepreneuriat. Donc, au-delà de faire plaisir et cette réussite du salariat et d'avoir un bon poste, tu as vu encore plus loin. Concevoir quelque chose, prendre ce risque, les sacrifices financiers que ça Mm. demande, l'énergie que ça demande. Et tu penses que la fibre de l'entrepreneur, c'est un truc qu'on a en nous ou ça peut venir chez Mm. n'importe qui à n'importe quel moment? Moi, je pense que c'est aussi, ouais, c'est un caractère, hein, je dirais. Ça peut venir. Je Est-ce pense que que ça c'est peut une venir avec le envie d'être temps. entrepreneur ou une envie de ne plus être salarié? C'est peut-être un peu lié. C'est lié, hein, Ah, je c'est pense. peut-être un peu lié. En tout cas, pour ma part, ça se rejoignait parce que le fait de ne plus être salarié, c'était retirer mes chaînes, tu vois, être libre. Et le fait d'être entrepreneur, ben, c'est entreprendre, c'est lancer mes projets, aller dans la direction que je veux, tu vois. Exactement. Donc c'était très très lié. Tu as eu des modèles business un peu, hein? Pas plus que ça. Non, non, non. T'es fait un peu Pas tout plus que seul. ça. Ouais, ouais, ouais. Je regardais quelques vidéos un peu partout. Je me suis fait accompagner aussi. On va dire, j'ai intégré pas mal de réseaux différents. Notamment à l'époque ME93, Les Déterminés. Ouais. Tu vois, ça, Des gens qui ça m'a bien entreprennent. lancé. Ouais, voilà, j'étais. En fait, c'est important d'être entouré. J'ai pas mal de formations à l'entrepreneuriat, tu vois. Ça a agrandi mon réseau. Un réseau que je rassemblais un peu sur LinkedIn, tu vois, à chaque fois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai monté mon réseau. Mon réseau qui, aujourd'hui, m'a permis de m'ouvrir pas mal de portes, hein. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit des mises en relation, des conseils, des avis, C'est parce que important. c'est super important. Les bonnes rencontres Ah, sur c'est son super parcours. important. Et j'en ai eu beaucoup, 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 grâce notamment à LinkedIn, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Mais surtout le long de mon Génial. activité, tu vois, beaucoup de personnes m'ont aidé. Beaucoup. Et des fois, tu n'as pas l'occasion, tu vois, de les remercier. Tu peux pas tous les remercier. Des fois, tu oublies même de les remercier sans le vouloir, tu vois. Mais en fait, tu te fais pas tout seul, tu vois. Personne ne se Jamais. fait tout seul. Jamais. Que ça soit tes équipes ou bien tes connaissances, ceux qui t'aident. Euh, des fois, une petite mise en relation peut t'ouvrir de belles portes, de belles opportunités. Ça, c'est un message Ouais, important qu'on repasse à ceux qui sont plus jeunes que nous. Le réseau, LinkedIn, soyez présents, ouais. réseauter, Indispensable. communiquer. Il y a des Indispensable. business qui se sont faits hein, sur les réseaux. Bien sûr. LinkedIn, c'est bien parce que c'est qualifié aussi. Ouais, Tu vois, et il faut voir LinkedIn comme une base de données. C'est ton carnet d'adresses, c'est tes contacts en ils fait. sont là, ouais. Voilà, dès que tu croises Accessibles. quelqu'un, boum, tu te connectes à lui. Il est sur ton LinkedIn. Et dès que tu informeras d'une nouvelle, d'une information, bah, tu sais que tout ton réseau, Il le verra. potentiellement, pourront en prendre connaissance. Donc non, c'est puissant. C'est puissant. Bah écoute, moi ce que je veux dire, c'est que tous les responsables marketing des entreprises, les services généraux, ceux qui s'occupent des achats, etc., Ouais, qu'ils n'hésitent pas. qu'ils n'hésitent pas à te contacter ou à aller, Ouais, te contacter sur LinkedIn peut-être directement, ouais, puisqu'ils directement. sont Mehdi dessus. Mezat. Mehdi, Mezat, on va mettre le LinkedIn dans la description. Il y a le site web, Funside. Yes. Vous allez voir aussi la gamme, les différents produits que Mehdi propose. Donc très très bien en termes de branding, en termes de communication, de partage avec les clients. Pour les particuliers aussi, c'est un Ouais, bien super, sûr. Bien sûr. c'est Sur un, notre site c'est un- c'est e-commerce. un super accessoire Bien sûr. qu'on peut mettre Là, on sur le néglige pas. PC. Je pense qu'il Ouais, vous l'a montré, vous l'avez vu. ouais. J'en ai moi-même un à la maison et je peux vous dire que c'est pratique et solide. C'est de la bonne qualité. C'est pas quelque chose qui se casse à l'usage. C'est une très très belle invention, Mehdi. Merci Mehdi, beaucoup. je sais pas, si tu as envie de rajouter quelque chose, je vais te laisser le mot de la fin. Bah, écoute, moi, je voulais te remercier pour ce que tu fais, pour Merci à toi. ce mouvement un peu team éthique que je vois un peu sur LinkedIn. Il y a il y a beaucoup d'entraide, on sent que ça vient du cœur. Et donc bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Et je pense que ça a beaucoup de bonnes répercussions. Merci, merci beaucoup Mehdi d'avoir été mon invité Plaisir. aujourd'hui dans cet épisode du podcast éthique. Évidemment, nous, on va continuer à faire des épisodes, à inviter des entrepreneurs. La finalité, ça reste de vous inspirer. Je veux que les jeunes aussi voient ce podcast un maximum. C'est aussi pour eux qu'on le fait, voir les possibilités, qu'ils apprennent des choses, instruire et inspirer. Je dirais en deux mots ce qu'on cherche à faire avec le podcast éthique. Mehdi, merci encore. Si Plaisir. vous aimez
le podcast, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, restez éthiques. Ciao. Ciao.